L'homme est bête. Cette évidence me glace le sang. Chaque jour un peu plus, elle me prend à la gorge, serpentant dans mes nuits et s'insinuant dans mes jours, me susurrant cette sentence de sa langue de vipère. Ces 7 dernières années, j'ai assisté chaque jour au même affligeant spectacle. Tous les matins, à 7 heures tapantes, l'immeuble d'en face s'anime. Les paupières des fenêtres s'écarquillent et les portes bâillent. S'en échappent de petites bonnes femmes et de petits bonshommes, fiers et propres sur eux. Cette parade de cafards se dirige d'un pas assuré, le regard hautain, vers l'abri de bus non loin de là. Commence alors une ridicule joute de regards. Les uns scrutent du coin de l'œil les autres, tels des chiens de faïence en toque. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je les vois jouer ce ridicule numéro de cirque. Tous les jours, ils adressent ce petit regard supérieur et rempli de dédain à l'encontre de leurs compagnons de route. Pas un mot, pas un sourire, pas un partage de parapluie. Rien que cet air suffisant de pan. À mes yeux, pourtant, tous sont pareils. De tristes petites mouches collées au pare-brise d'une voiture en marche. Incapables de bouger, les ailes élimées par la poussière. Ils revêtent tous cette parure sombre d'oiseaux de mauvais augure. Leurs petites chaussures bien cirées trottinent sur le sol, tandis que leurs longs manteaux noirs me rappellent les pelages des fouines. Ma vie entière, j'ai étudié les animaux. J'ai observé avec passion toutes sortes d'espèces, allant de la plus élémentaire à la plus complexe. Et pas une de ces formes de vie ne m'a pourtant laissé indifférent. Au tout premier rang de ce que la nature avait de plus surnaturel, j'ai assisté, émerveillé, à la venue au monde miraculeuse d'âmes tantôt poilues, ailées ou écaillées. Je fus le témoin direct de l'alchimie féerique du ciel et de la terre durant les moussons. J'ai perçu, plus d'une fois, l'hypnotisant spectacle de la saison des amours, et ai eu l'honneur d'assister aux enchantements lyriques des impressionnantes sirènes bleues des océans. Aussi loin que remonte ma mémoire d'enfant, je me vois passer des heures, des jours et même des nuits à scruter mon jardin à travers les rideaux entr'ouverts. Fasciné par la vie secrète de mes fougères, par leurs murmures sourds et leurs danses mystérieuses, je guettais le moindre froissement du rideau de maïs bordant mon jardin. Tapis et aux aguets dans l'ombre de ma chambre, je veillais jusqu'à l'arrivée d'artistes indécis et capricieux qui réclamaient une audience pour daigner pointer le bout de leur museau. Une fois l'agitation humaine réduite au silence, ce long entracte prenait fin pour laisser place à l'enchantement de ces instants hors du temps. Ces magiciens sans artifice n'avaient jamais de programme, jamais rien de prévu, pas même leur présence. Cependant, les jours de chance, sur la pointe furtive de leurs pattes, Campagnol, Belette ou Hermine apparaissaient de derrière leurs épis. Joyeusement, ces acrobates des dernières heures se prenaient au jeu de ma balançoire, improvisaient numéro sur numéro sans jamais montrer le moindre trac. De temps à autre, le fin museau de feu de Maître Renard pouvait percer le rideau de maïs et venir se joindre à la ronde qui prenait alors vite fin. Je n'oublierai d'ailleurs jamais mon excitation la première fois que j'ai aperçu ce petit prince des jardins. J'aimais les animaux. Cette folle histoire d'amour entre moi et la faune sauvage dura toute une vie et toute une carrière d'éthologue. Une vie de voyage et de recherche sur les sociétés animales, leurs formes de culture et leur intelligence multiple. Une vie dédiée à comprendre les mystères de la nature, dédiée à apprendre son langage pour mieux l'abreuver d'admiration. Cette passion avait cependant son revers. Je ne voulais pas l'admettre au début, mais plus j'en apprenais sur la vie animale, plus j'étais déroutée par celle que la société humaine me faisait mener. Je ne me reconnaissais que de moins en moins dans les codes sociaux et moraux de notre civilisation. Certains de mes collègues m'avaient bien mis en garde, me disaient que j'allais trop loin, que j'oubliais qui j'étais. Un homme. Ils ont tout d'abord cru que c'était un burn-out, puis de la sénilité. À vrai dire, j'aurais préféré. Cela aurait été plus facile à expliquer. Expliquer pourquoi je ne parlais plus, pourquoi je passais des nuits entières à fixer des terrariums, pourquoi je m'isolais et ne m'alimentais plus, pourquoi je disparaissais des jours entiers sans donner de nouvelles, et surtout pourquoi je me terrais dans une solitude toujours plus grande. Mais ce qui se tramait au fond de moi était bien pire qu'un simple burn-out.
Le sens que je trouvais dans mes recherches, dans mes études, je le perdais dans ma vie. Je ne trouvais plus ma place. Il y avait trop de monde, trop d'agitation, trop de superficialité, trop. Il m'arrivait de m'asseoir derrière la même fenêtre que celle qui avait encadré mes rêves d'enfant et d'observer silencieusement mon jardin. Celui-ci avait bien changé. Avec les années, le rideau de maïs était définitivement tombé et avait laissé place à un décor cimenté, grouillant de col blanc. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai observé pour la première fois ces petites fourmis ailées. Ces saletés de fourmis blanches ont commencé à se répandre autour de moi et à grignoter les maisons voisines. Ces saletés de bêtes grouillantes se sont peu à peu reproduites et multipliées, ont corrompu la faune locale jusqu'à venir au seuil de ma maison. Ainsi, un matin d'automne, ces fourmis charpentières se sont attaquées à mes fondations. Elles se sont appropriées ma maison en achetant mes enfants et mon toit. Je me suis alors retrouvée ici, dans ce mouroir pour vieux, sans avoir mon mot à dire. Sous prétexte de me soigner, ils m'ont enfermée, loin de tout ce qui m'était cher. Si la civilisation humaine a bien gardé un seul aspect de la vie sauvage, c'est bien son manque d'égard pour la vieillesse. Tout ce qui n'a plus d'utilité pour le groupe n'est plus bon à rien. Alors à quoi bon encore s'encombrer de vieilles brebis galeuses ? Voilà 7 ans que je suis enfermée dans cette chambre. Une pièce avec une fenêtre qui a tout d'une télévision. Pas une touche de verre, pas un arbre pour chatouiller le ciel. Rien que du gris, partout. Du gris dehors, du gris dedans, du gris dans mon miroir et dans ma tête. Plus un seul oiseau pour me réveiller le matin, plus un seul animal pour me tenir compagnie. Même ceux de mes souvenirs commencent à s'éteindre. La nature n'a plus sa place ici, et même ma mort est refusée à l'entrée. J'ai dû troquer les rondes joyeuses de mes renards, de mes chouettes et de mes campagnols pour le numéro fatigué de cet animal domestiqué qu'est l'homme. J'ai vu cette bestiole se contorsionner chaque jour un peu plus pour entrer dans un moule de conformité. L'humain se transforme chaque jour un peu plus en une obéissante petite fourmi ouvrière. Tous les matins, réglés comme des horloges, ces bestioles se hâtent sans égard les unes envers les autres, et chaque soir, elles rentrent en portant sur leurs épaules le poids de leurs faux semblants. Voilà à quoi était réduite cette humanité tant louée pendant des siècles. Guidé par des forces le surpassant, sans vouloir l'admettre, l'humain n'est plus guère qu'un insecte ennuyant, fier et destructeur. Et aujourd'hui, non contente de me déloger, ces saloperies de fourmis me forcent à les voir à l'œuvre. Je hais ces fourmis. Je les déteste et j'en fais une obsession maladive. Sans plus prendre la peine de me camoufler derrière un rideau, je passe mes journées à les observer, à les analyser et à les médire. J'alimente chaque jour davantage le feu de ma rancœur, ne sachant de toute manière plus pour quelle autre raison vivre. Ce matin ne fait pas exception à la règle. Dès l'instant où les éclairages publics succombent au sommeil, je suis là. Assis devant mon écran de verre, j'observe les ténèbres se retirer sous terre et la lumière redonner couleur au chat gris. Cependant, ce matin, ma rancœur n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas une fourmi dans les rues. Je jette un coup d'œil à ma montre. Peut-être me suis-je réveillée trop tôt. Ou bien est-on dimanche ? J'attends. Les minutes passent, mais toujours personne. Ce n'est que lorsqu'une infirmière m'apporte mon petit déjeuner que j'ai l'occasion de constater que l'humanité n'a pas disparu durant mon sommeil. La jeune femme s'approche et dépose un plateau à côté de moi. Ce matin, pourtant, je suis moins intriguée par l'infect menu qui m'est servi que par le visage de cette fourmi en tablier blanc. « Pourquoi vous portez un masque ?» grognai-je. « Bonjour à vous aussi » dit-elle gaiement, sa voix étouffée par le tissu. « C'est une mesure contre le virus. »« Quel virus ?» demandai-je sèchement. Je devine le visage de mon interlocutrice troublé, alors que ses yeux tentent d'esquisser un sourire. « Oh, mais quelle chance vous faites, mon petit monsieur. On ne parle plus que de cela au JT. Le pays est confiné. Il y a un virus très dangereux qui rôde. » Comme si je regardais encore la télévision. Il y a belle lurette que je ne vois plus l'intérêt de ces contes de fourmis, trop redondants et insignifiants à mon goût. Oh, pas que ma fenêtre soit plus intéressante, mais elle est moins déconnectée du monde extérieur.
Qui plus est, je n'attends plus rien de ce monde. Je considère y avoir fait mon temps, et mes armes, tous deux, lors d'autres batailles. Et même si cette planète continue de m'étonner avec de telles surprises, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Avant de continuer sa tournée, l'infirmière m'explique rapidement la situation et ce qu'il en est de ce virus ayant obligé l'entièreté de la planète à rester chez elle. D'abord le dédain, puis maintenant un virus mortel. Je commence à croire que l'humanité cherche sa perte. Oh, pas que cela m'affecte, mais j'aurais espéré un peu plus de panache de la part de ce fameux Homo sapiens. Mais non, l'histoire retiendra que l'hégémonie de l'homme aura été défaite par un autre virus, aussi asphyxiant et cupide que lui, mais ayant su se montrer plus malin. Les heures passent, silencieuses et solitaires. Toujours assis devant ma fenêtre, je guette. Un signe, un bruit, j'ignore quoi, mais je guette. Au bout de quelques heures, je n'en peux plus. Je perçois qu'une partie de moi s'agite. C'est ma rancœur. Le silence et l'absence des fourmis ont mis de l'huile sur mon feu intérieur. Je n'ai plus la patience, ni l'envie de rester à ma fenêtre. Il n'y a plus rien à voir ni à espérer de cette espèce. L'homme est un tyran immature qui fuit devant ses devoirs naturels. Aujourd'hui plus que jamais, j'ai honte d'être humain. Honte de descendre de cette espèce qui a réduit en esclavage tout ce qui était différent de lui. Honte d'appartenir à une civilisation appâtée par le gain pour satisfaire son ego. Notre histoire est construite sur des mythes ayant grignoté notre bon sens. Et puis au fond, je suis aussi un virus. Je ne vaux pas mieux que tous ceux que je critique. Je me suis également détaché de tous les miens. Je les ai laissés seuls, abandonnés, comme on me laisse seul aujourd'hui. Et que je le veuille ou non, je suis né dans ce corps, et bientôt mourrai dans ce corps, seul, en silence et enfermé. C'en est trop pour moi. À cette dernière pensée, ma rancœur s'enflamme à nouveau, et sa fumée me monte à la tête. Brûlant de rage, je jette mon plateau au sol, dans un fracas, brisant le silence vertigineux m'entourant. J'ai envie de hurler, bien que mon corps ne le puisse plus. Cette frustration, cette colère, cette rage, tous ces sentiments me font défaillir. Dans un douloureux effort, je me dirige vers mon lit, en titubant. Je sens que la terre se dérobe sous mes pieds. Mes bras battent l'air. Ils tentent vainement de s'accrocher à des cordes invisibles. Je vois flou, puis soudain, plus rien. Juste du verre. Mes paupières s'ouvrent sur une forêt. Une forêt belle et luxuriante, vivante de cris d'animaux. Je suis debout, au milieu de cet océan vert, les pieds dans la boue. Je respire profondément l'odeur douce et boisée de l'humus mêlée à celle des nuages chargés de pluie. Ma bouche est pâteuse et mes membres las, mais malgré cela, j'esquisse un sourire. Cette forêt, je m'en souviens. J'y ai passé des mois, il y a de cela des dizaines d'années. Je me rappelle y avoir côtoyé de grands singes, des oiseaux aux couleurs vibrantes et des insectes fabuleux. Je me sens à nouveau chez moi, apaisée. Je fais quelques pas, hasardeux, et observe les alentours. Au détour d'un tronc, je découvre les empreintes d'un grand cousin. Plus loin, quelques coques de fruits jonchent le sol. Et, en y regardant de plus près, je découvre un nid d'oiseaux échoué dans les mousses. Je lève les yeux pour tenter de voir d'où il a pu chuter. Mais alors que je cherche l'origine du drame, mon attention est attirée par 2 branches enlacées. Dans une ferme et à la fois tendre embrassade, ces 2 branches aux longues mains vertes s'entrelacent. Leurs phalanges translucides, étroitement liées, semblent ne plus faire qu'un entre elles. Intriguée par ces mains tendues, je me penche vers elles. Leur étreinte est si forte que l'on peut y voir fourmiller la sève. Fascinée, je me rapproche davantage, jusqu'à parvenir à discerner le cœur même de cet écrin. De la musique ? Une main est posée sur mon poignet. Je suis allongée par terre, sur mon flanc. Mon infirmière, toujours masquée, est accroupie à mes côtés et secoue doucement ma main. « Ça va, monsieur ?» me demande-t-elle inquiète. « Oh, vous nous avez fait peur !»
Je ne réponds pas. La tête encore embrumée. La voix douce de mon infirmière me parvient étouffée par un bruit que je n'arrive à définir. Où suis-je ? Ai-je perdu l'ouïe ? Que m'arrive-t-il ? Je sens les mains de la jeune femme passer dans mon dos pour m'aider à me relever. Je m'appuie sur elle alors qu'elle me guide jusqu'à ma fenêtre. Mon corps, engourdi, s'écroule lourdement dans mon fauteuil, me permettant de regagner peu à peu mes esprits. C'est alors seulement que je réalise ce à quoi je suis en train d'assister. L'immeuble d'en face, entre-temps plongé dans la nuit, écarquille maintenant les yeux, tout comme moi. Au balcon se tiennent des petites bonnes femmes et des petits bons hommes, un verre à la main, oscillant encore entre réalité et songe. Je pense être mal réveillée. Devant mes yeux ébahis, dans une ronde joyeuse et chantante, dansent ces fourmis, ayant trimé toutes ces années. Elles ont ouvert tout grand leurs rideaux et apparaissent en pleine lumière. Emmitouflées dans des couvertures chatoyantes, elles réchauffent le silence de la rue de leur voix pleine d'espoir. Elles chantent leur gratitude envers toutes les fourmis trimant dans les fourmilières hospitalières. Ahuri par ce spectacle, je me lève et m'appuie contre la fenêtre. Et, toujours dans un état proche de l'hypnose, j'ouvre l'écran vitré qui m'enfermait dans ma grisaille. Je me penche fébrilement dehors. Un air frais s'engouffre avec vigueur dans mes poumons et me caresse avec tendresse la peau du visage. Je me laisse envahir par cette atmosphère chaleureuse et bienveillante, alors que mon feu intérieur s'éteint doucement et fait place à un calme étrange, une sérénité nouvelle et apaisante. Mon infirmière me rejoint à la fenêtre. « Alors, les voisins font trop de bruit maintenant ?» dit-elle en souriant. Incapable de lui répondre, je me retourne vers elle, le visage trempé de larmes. À cette vue, elle s'affole. « Oh, qu'y a-t-il, monsieur ? Vous avez mal quelque part ?» s'inquiète-t-elle en me saisissant par le coude. Les fourmis. C'étaient les fourmis qui maintenaient les feuilles ensemble.